Parti. Très bien, donc on commence. Bonjour à tous, merci à ceux qui sont là en personne, physiquement, et merci à tous les autres qui sont connectés. Donc le groupe de travail énergie, transport, infrastructure de Sciences Po Lyon est très content d'organiser cette conférence sur les batteries. Alors on l'a intitulé les batteries électriques, la fabrique d'une transition et d'une souveraineté énergétique. Quelle technologie, pour quels usages et selon quel modèle économique. Donc, on a la chance d'avoir deux experts du secteur et deux acteurs du secteur aujourd'hui pour nous expliquer un peu ce secteur des batteries. Guylain Lécuyer, donc vous êtes diplômé de Télécom Paris et de l'INSEAD, CEO de Saft, ex-directeur des systèmes d'information et ex-senior vice-président en charge de la stratégie et du développement du groupe Alstom, et ancien membre du comité exécutif de Thomson Multimédia. Merci d'être là. Benoît Lemédian, vous êtes diplômé de l'ISAE Supaéro, cofondateur et CEO de Vercor, qui vient de réaliser une belle levée, on en parlera sûrement, et ancien cofondateur de Waga Energy, expert au sein du cabinet de conseil en stratégie bas carbone, Carbone 4. Bonjour. Merci d'être là. Alors, je rappelle donc que les conversations sont enregistrées. Ça pourrait être diffusé sur le site Sciences Po Alumni. On en dira le moins possible. Donc, voilà, vos secrets les plus intimes, il faut les garder pour vous. Donc, l'idée, encore une fois, de cette conférence, c'est qu'on est dans un environnement où on voit qu'on parle beaucoup du taux de pénétration des véhicules électriques qui accélère fortement. Il y a de multiples annonces de création de gigafactories pour la fabrication de cellules pour les batteries de véhicules électriques. Alors, on donne des chiffres de l'ordre de 400 gigawattheures de besoins d'ici 2030, ce qui ferait à peu près, je crois, 15 fois le marché actuel. Donc, il y a un énorme besoin d'investissement et de production. On parle d'Airbus des batteries, dans une connotation, on va dire, Europe versus reste du monde peut-être, en tout cas positionnement de l'Europe sur ce créneau stratégique. Donc, ça pose énormément de questions aussi de souveraineté, d'approvisionnement. Donc, on va essayer le programme un peu aujourd'hui, c'est à la fois de comprendre l'objet, donc sans rentrer trop dans la technique, s'il vous plaît, parce que vous parlez des Sciences Po qui sont assez limitées en général sur ces sujets-là. C'est fait, donc je pas bon. Hein. Donc, dans le blague à part, on n'a pas trop le temps, mais sans trop rentrer dans la technique, malgré tout, nous expliquer un peu le principe de la batterie, surtout pour quels usages. Et puis les alternatives, donc les marchés qu'il y a derrière et quelles sont les alternatives, donc le positionnement du véhicule, enfin, des batteries pour véhicules électriques pour d'autres usages d'ailleurs, parce qu'il y a d'autres usages, comme le stockage notamment. Les enjeux industriels qui sont derrière, les sujets d'approvisionnement, les sujets d'environnement aussi, qui sont des sujets dont on parle beaucoup. Et puis une dimension plus macro, mais de politique industrielle, de positionnement de l'industrie française, européenne versus les acteurs asiatiques qui sont des vrais sujets de souveraineté économique, d'emploi. On en parlait juste avant de commencer aussi cet échange. Donc voilà, c'est ça le programme. Alors, si on commence par la dimension de façon très, très simple, encore une fois, sur la partie technologique et usage, si vous pouvez nous expliquer un peu, alors je ne sais pas si peut-être honneur à Guylain pour commencer, sur aujourd'hui, quel est l'objet et l'usage principal de la batterie sur le véhicule électrique. Et puis, la question aussi qui va avec, c'est est-ce qu'il y a un risque d'obsolescence technologique? Quels sont les cycles, on va dire? Est-ce qu'on est sur des tendances plutôt moyen à long terme sur ce genre d'objet? Tout d'abord, bonjour à tous, et puis merci de nous recevoir dans cette noble assemblée. Je vais essayer d'être aussi précis que possible. Alors, une batterie, c'est très simple. Vous avez une électrode, une autre électrode, qui sont en gros des feuillards d'aluminium sur lesquels il y a un peu de chimie. Et puis, il y a une électrolyte au milieu qui est un liquide et des ions qui passent de l'une à l'autre et qui fait de l'électricité. Et ça permet de stocker l'énergie, stocker l'électricité, ce qui n'est pas évident de façon générale. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que toutes les batteries ne sont pas égales. C'est-à-dire qu'il y a des batteries qui vont, par exemple, être avec une très forte densité énergétique. Il y en a d'autres qui vont pouvoir se charger, se décharger très vite, ou se charger et se décharger plein de fois. Donc, on voit que les critères de performance d'une batterie ne sont pas équivalentes. Et en fait, ces critères de performance vont permettre de définir l'utilisation d'une batterie.
Alors, il y a des batteries partout, parce qu'aujourd'hui, on en parle pour les véhicules électriques. Mais alors, nous, Saft, on est une société qui existe depuis 100 ans. Notre premier client a été PLM, qui est l'ancêtre de la SNCF, pour faire des convoyeurs électriques, parce que le gouvernement français, après la guerre de 18, a eu peur qu'il n'y ait plus de pétrole. Donc, il s'est dit, on va mettre des batteries dans des convoyeurs électriques pour porter des bagages. Donc, on voit que la mobilité électrique, ça ne date pas d'aujourd'hui, mais on met aussi des batteries dans les satellites. Ben oui, il n'y a pas beaucoup de pompes à essence là-haut, donc il faut des batteries pour alimenter. Même quand il y a des panneaux solaires, il faut savoir conserver l'énergie quand les panneaux solaires ne sont pas alimentés par le soleil. On a des batteries dans les trains, donc on voit que dans un train, par exemple, le poids et le dimensionnement est important, puisqu'il y a des poids à l'essieu, et puis moins on a de place pour la batterie, plus on peut mettre de passagers. On a des batteries dans les systèmes renouvelables. Par définition, un système renouvelable est intermittent. Donc, quand il n'y a plus de soleil, c'est intéressant d'avoir les batteries pour soit diminuer les investissements dans les infrastructures, parce que ça permet de répondre au pic, donc on n'a pas besoin de se dimensionner au pic de demande, soit parce qu'on peut s'en servir le soir quand on est un particulier. Donc, on voit qu'il y a plein d'applications. En termes de technologie, là, c'est très simple. La technologie que vous connaissez tous, c'est le plomb. Ça existe depuis 100 ans. C'est ce qu'on a dans nos voitures non électriques. Et en fait, la technologie qui est en train de monter, c'est la technologie lithium-ion, qui est d'ailleurs une famille de technologies, puisqu'à l'intérieur de lithium-ion, il y a un certain nombre de familles. Alors, on a le NMC, nickel, manganèse, cobalt. On a le LFP, voilà, le ferrophosphate. Donc, on voit qu'il y a différentes technologies. Le lithium-ion est la technologie qui est la plus en croissance aujourd'hui. Elle doit représenter peut-être 30% des applications industrielles et représentera 70% en 2030. Et ce marché-là croît énormément. Et le marché de la batterie croît sous l'effet des véhicules électriques, qui va représenter peut-être 80% des besoins en batterie à horizon 2030. Je parle sous ton contrôle, mais c'est à peu près les chiffres des études. La Chine va représenter 40%. Donc, si on n'est pas en Chine, on a du mal à avoir des économies d'échelle. Et le lithium-ion va être la technologie dominante. Alors, dans ce contexte-là, si on veut être bon dans un ensemble d'applications et être un acteur significatif, on a intérêt à développer du lithium-ion pour le véhicule électrique et, si possible, avoir une activité en Chine, puisqu'il y a beaucoup de voitures en Chine. Alors, il est important, je vais faire mon petit discours patriote, parce qu'en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'en Chine, ils ont déterminé que c'était la batterie qui était l'élément stratégique et non pas la voiture. À l'inverse des Européens qui se disent nous, on a un beau design, on a des marques, que ce soit BMW ou d'autres. En fait, en Chine, ils ont dit non, on va faire la batterie parce qu'ils ne sont pas très bons en véhicules thermiques et ils ont dit on va sauter une étape. Et aujourd'hui, il est important pour l'Europe, pour la France, de maîtriser cette technologie et de fermer la porte aux Asiatiques. Parce que sinon, non seulement on sera dépassé dans le véhicule électrique, mais on sera également dépassé dans les avions. Je n'ai pas parlé de la défense nationale, mais dans les torpilles, dans les missiles, dans les sous-marins, il y a des batteries également. Donc, on a intérêt à maîtriser cette énergie. Donc, je suis content d'être avec mon camarade de Vercors ici, parce qu'on représente une industrie française qui a besoin de se développer. Je ne parle même pas pour nous, on est des petites boîtes. Je parle vraiment pour là, il faut maîtriser sa politique industrielle. Donc ça, c'est très important. Donc, quand je vois des Chinois s'implanter en France, ça me hérisse parce qu'il faut vraiment qu'on favorise notre industrie. Alors, le véhicule électrique, oui, c'est en pleine croissance aujourd'hui. Encore une fois, même dans le véhicule électrique, il y a différentes gammes de véhicules électriques. Si on est citadin, on va avoir un véhicule qui va être plutôt avec un faible rayon d'action. Si on est plutôt en province, on aura un véhicule où on cherche des véhicules haut de gamme, on sera plutôt avec un grand rayon d'action, ce qui ne correspond pas tout à fait ni aux mêmes chimies, ni aux mêmes critères de performance. Donc, on voit qu'au sein du véhicule électrique, il y a également une segmentation. Ce marché n'est pas encore tout à fait mûr. Je ne sais pas combien de personnes ici ont un véhicule électrique et pourtant on est citadin. C'est-à-dire qu'on est en phase de maturité. Alors, est-ce que dans 2 ans, 3 ans, 4 ans, on sera totalement mûr? Je pense que progressivement, on voit les ventes qui augmentent et de toute manière, il y a une pression des réglementations européennes pour diminuer les véhicules thermiques. D'ailleurs, soit dit en passant, c'est très bien d'avoir l'Europe, et moi je les remercie parce qu'on a eu beaucoup de subventions pour faire notre projet ACC sur lequel je reviendrai, mais c'est dommage que l'Europe passe à une réglementation d'émissions de CO2 par kilomètre pour les voitures, ce qui force les constructeurs à faire de l'électrique avant que les projets de batteries électriques soient implantés en Europe. Parce que c'est mettre un petit peu la charrue avant les bœufs. C'est ce qui s'est passé. Résultat, l'Allemagne, via Angela Merkel, a décidé que CATL pouvait s'implanter sur son territoire. Et CATL, c'est le numéro 1 mondial chinois. Donc, c'est l'ennemi.
On retrouve le même syndrome que sur les panneaux photovoltaïques à l'époque du lancement du photovoltaïque. C'est justement là où on agite le drapeau rouge et on dit il ne faut surtout pas ça. Alors je pense qu'il y a eu des accords entre États qui font que CATL peut s'implanter en Allemagne et du coup l'Allemagne peut vendre ses véhicules en Chine, qui reste quand même un marché très important. C'est des marchés bien sûr dont on n'est pas au courant, mais il faut préserver. On a des moyens de préserver notre industrie. On a parlé par exemple de l'empreinte CO2. Il est clair qu'en France, on a quand même un avantage majeur qui est l'énergie low carbone, qui est nucléaire. Qu'on apprécie ou non l'énergie nucléaire, c'est quand même un avantage énorme par rapport à l'énergie charbon qui peut se faire dans certains pays de l'Est ou qui peut se faire en Chine, puisqu'ils sont même en train de construire des centrales à charbon. Donc, on a des avantages. La question, c'est, a-t-on des chances d'avoir un succès dans ce domaine-là? Oui. Alors, zéro complexe. On a les ingénieurs, et on a des ingénieurs en France et en Europe qui sont très brillants. On a un écosystème, c'est-à-dire qu'on a l'électrochimie, mais on a également des industries de matériaux de cathodes, on a également des systèmes, parce qu'en fait, il y a de plus en plus de logiciels dans ces batteries. Donc, on a tout l'écosystème, on a toutes les compétences, on a de l'énergie low carbone, en particulier en France. Donc, on n'a vraiment pas à complexer par rapport à nos amis chinois. Simplement, la différence de nos amis chinois, c'est qu'ils ont un marché intérieur qui est très fort, donc ils peuvent bénéficier d'économies d'échelle sur leur marché intérieur, et du coup, derrière, envahir le monde. C'est ce qui se passe avec les bus électriques. Les bus électriques, 99% des bus électriques aujourd'hui ont des batteries chinoises. Donc, leur technique pour être européen, c'est d'acheter une petite boîte qui fait de l'intégration, de mettre tout ce qui est chinois à l'intérieur de cette boîte, et puis de dire, bah oui, mais on est français, ou on est allemand, ou on est belge, parce qu'en fait, on a cette société qui fait de l'intégration. Donc, moi, je pense qu'il faut vraiment qu'on réintègre tout ça. Alors, dans le cadre de Saft, qui est une filiale de Total Energy, nous avons créé une filiale avec Stellantis à 50-50 pour faire des batteries pour véhicules électriques. Aujourd'hui, on a un centre R&D qui est près de Bordeaux, à côté du centre R&D de Saft en Europe. On a une ligne pilote qui est en train d'être construite à Nersac, près d'Angoulême, où également on a une usine Saft qui fait des batteries lithium-ion, ce qui permet d'avoir des synergies et d'accélérer la courbe d'apprentissage. Et on envisage de faire une première gigafactory dans les Hauts-de-France, à Douvrin, qui devrait être en état de fonctionner d'ici 2 bonnes années. Derrière, on a reçu des subventions également du gouvernement allemand, puisque Opel est une filiale de Stellantis et que le gouvernement allemand participe à ce projet européen, et on construira 2 usines à Kaiserslautern qui seront en état de fonctionnement à partir de 2025-2026. Donc, on a un projet qui est complètement européen, avec un écosystème pour la R&D, et qui devrait, à terme, équiper plus d'1 million de véhicules à horizon de 2030. Et probablement plus. C'est très ambitieux. Mais juste pour bien comprendre, quand vous dites qu'aujourd'hui, vous avez un centre de recherche et développement à côté de Bordeaux, on est encore dans la phase d'innovation technologique sur la fabrication des batteries ou plus dans la phase de passage à l'échelle d'un process industriel qui permet de répondre à des besoins qui vont croître très rapidement? Non, alors c'est une bonne question. En fait, la technologie des batteries ne cesse d'évoluer. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un état de l'art et puis on y est et c'est stable. Donc typiquement, si on parlait du lithium-ion, et on va parler aussi un petit peu de sustainability, en fait, les batteries NMC, nickel, manganèse, cobalt, qui servent pour les véhicules à long rayon d'action, en fait, au début, étaient du NMC 111, c'est-à-dire 33%, 33%, 33% de chaque matériau. Aujourd'hui, on a des batteries qui sont 8-1-1, 80%, 10%, 10%. Donc l'avantage, c'est qu'il y a par exemple plus de puissance. L'autre avantage, c'est qu'il y a moins de cobalt, qui est un matériau rare. En revanche, l'inconvénient, c'est que la densité énergétique étant beaucoup plus forte, il faut maîtriser la stabilité et donc la safety de la batterie. On a vu beaucoup de voitures en Chine et des voitures Tesla qui ont brûlé, même en étant au parking. Elles sont dans un parking et 2 heures après, elles brûlent, parce qu'en fait, ce sont des sociétés qui ont fourni ces batteries qui ne maîtrisent pas la sécurité d'une batterie. Une batterie, par définition, c'est instable. Donc, comme c'est de la chimie, il faut maîtriser, il faut avoir des systèmes qui permettent de juguler le feu au cas où ça se passe, qui empêchent l'emballement thermique d'une cellule de batterie à une autre. Donc, en fait, c'est des éléments qui sont assez difficiles à maîtriser. Et plus on change la techno, plus on va avoir de la densité énergétique et donc plus il faut système de sécurité. Donc, on est toujours dans une progression technique. Le Graal étant la batterie à état solide, mais c'est plus difficile de faire passer des ions à travers une table qu'à travers un liquide. Donc, ça prend un petit peu de temps. Ça, c'est un vrai projet de recherche et de développement. À l'inverse, les équipements également progressent.
Et donc, une des questions qui se pose, c'est le process engineering, c'est-à-dire le passage d'une ingénierie ou d'un développement qui est assez performant avec des équipements qui sont assez performants. Donc, comment on fait pour, par exemple, on a des feuillards qui doivent faire 12 microns d'épaisseur. Quand on met de la chimie dessus et qu'on compresse, le feuillard peut se casser, par exemple. Donc ça veut dire qu'il faut maîtriser à la fois l'industriel et le scale-up industriel et maîtriser à la fois la chimie pour avoir la bonne performance. Donc la réponse, c'est on est toujours en phase de progrès, mais il faut maîtriser la chimie plus le process industriel. Benoît, comment on se positionne Vercor dans ce contexte général que nous a expliqué Guilin? Je pense que ce qui est important, c'est de comprendre cette dynamique, elle est mondiale, effectivement. Mais je compléterai ce que disait Ghislain en disant que sur l'Europe va être le premier marché mondial, en fait, sur les véhicules électriques, et va l'être très bientôt. Alors, on voit, et je suis d'accord avec ce qui a été dit, sur le fait qu'il y a un petit peu de retard entre l'accélération du marché des véhicules et l'accélération industrielle sous-jacente. Il y a quelques projets asiatiques qui sont implantés. Ce n'est pas si simple, il ne faut pas croire que c'est si simple pour eux de s'installer. Et Seattle en Allemagne sont loin d'avoir une partie facile. Mais on voit aussi que Tesla s'est implanté à Berlin. Et bien sûr, on va parler un petit peu de Northvolt aussi, qui a été démarré il y a fin 2016 par deux anciens de Tesla qui se sont dit mais pourquoi on ne ferait pas des batteries en Europe? Nous, Vercor, on est un petit peu dans cette filiation et en tout cas dans cette idée de dire il faut faire émerger rapidement ces projets industriels pour satisfaire le premier marché qui est l'automobile, autour de 80%, c'est vrai, mais aussi toute la mobilité au sens mobilité plus lourde, les bus, les camions, demain aussi le stockage stationnaire qui reste en Europe, qui va rester un marché qui sera secondaire par rapport au marché de la mobilité, avec l'objectif, et ça n'a pas été beaucoup rappelé, mais de pouvoir, d'ici à 2030, réduire les émissions du transport de plusieurs dizaines de pourcents. Et ça, il n'y a pas d'autres secteurs aujourd'hui qui le permettent au niveau français, au niveau européen, voire au niveau mondial. Donc, on est dans un moment incroyable où, en fait, on a la technologie pour, parce que oui, elle progresse, mais fondamentalement, la technologie actuelle, lithium-ion, sur des 7.2.1, sur des 8.1, ça se joue un petit peu à la marge pour simplifier. Par contre, ça permet aujourd'hui de répondre pleinement aux besoins de la mobilité quotidienne pour l'immense majorité des Européens, c'est-à-dire moins de 100 km entre son travail et son domicile. Bien sûr, en dessous de 10 km, les vélos de préférence alimentés avec ces batteries, qui sont les mêmes batteries, en schématisant un petit peu, répondre aux besoins. Et puis, sur la longue distance, c'est la question qui revient toujours pour les gens qui n'ont pas eu l'expérience utilisateur d'un véhicule électrique. Tant qu'on n'a pas essayé, on dit c'est impossible. Le jour où on a essayé, on voit que ça marche. On dit mais comment elle peut faire autrement que d'avoir un véhicule électrique? Bien sûr, Tesla est un peu en avance là-dessus pour une raison assez simple, c'est qu'ils ont su très tôt réfléchir en termes d'expérience utilisateur avec j'ai un véhicule qui a une expérience digitale, mais surtout j'ai un véhicule qui est rechargeable rapidement sur des bornes dédiées et qui en un quart d'heure, 20 minutes me permet de regagner 250 km. Quand vous avez ça, et aujourd'hui c'est déployé en Europe, vous pouvez vous déplacer comme avec un véhicule thermique, il n'y a plus aucun problème. C'est beaucoup moins cher, même si on ne le voit pas toujours parce que la facture initiale est plus élevée, il n'y a plus d'entretien, il n'y a plus rien de tout ça. Demandez à l'occasion, et je vous invite à le faire, prenez un taxi dans Paris qui est une Tesla et demandez au chauffeur ce qu'il en pense. Il va vous répondre que celui qui a un taxi qui n'est pas une Tesla ne va pas faire les calculs parce que sinon, il va acheter une Tesla. Bien sûr, il y a d'autres véhicules qui arrivent, Volkswagen qui se développe, Stellantis qui développe des gammes, Renault qui a annoncé sa Mégane E-Tech il y a quelques jours au Salon de Munich. Salon de Munich, il n'y avait que des véhicules électriques. Donc le trend est là, il est massif et on ne s'en rend pas encore compte en tant que client parce qu'on voit encore dans les concessions des véhicules thermiques, donc on se dit, mais en fait, je peux continuer. Sauf que dans Paris, mais aussi à Grenoble, où je suis moi basé avec Vercor, les véhicules diesel sont interdits et ne pourront plus rentrer dans les toutes prochaines années. C'est ce qui va arriver beaucoup plus vite que ce que les gens imaginent, et ce qui va provoquer vraiment un basculement, et donc une demande adressée qui va être extrêmement forte. Donc spécifiquement Vercor, on a lancé la société il y a un peu plus d'un an, dans l'intention assez claire de dire qu'il faut accompagner ce mouvement vers l'électrification en exactement ce que tu as dit, en ancrant cette chaîne de valeur en Europe, parce qu'on a vu l'effet des panneaux solaires où les Allemands et les Français ont mis quelques centaines de milliards de subventions pour finalement massivement importer des panneaux d'Asie. Alors, il y a des raisons à l'époque qui ont abouti à ça. Je pense que ce qui est intéressant, c'est qu'on a collectivement cette expérience et qu'aujourd'hui, en 2020, en 2015, en 2020, en 2025, c'est plus la trajectoire qui est souhaitée. Le Covid accélère bien sûr ça. Donc, il y a besoin de localiser ça parce que les compétences sont là. Il y a quand même un élément important aussi, c'est que dans le coût d'une batterie, le coût du travail, qui était au début des panneaux solaires comme un vrai obstacle, n'a pas le même poids qu'il l'avait dans les panneaux solaires. Et aujourd'hui, tout à fait à parité avec ce qu'on peut trouver. Alors, ça dépend des usines et de la manière dont c'est monté, mais c'est de l'ordre de 10%, 5 à 10% le coût du travail, 5 à 10% le coût de l'énergie, et 2/3 du coût, ça va être les matériaux, la manière dont ils vont avoir été achetés. Pour les matériaux de base, aluminium, cuivre, ce sont essentiellement des marchés mondiaux, donc on n'est pas
en différence de compétitivité par rapport à l'Asie. Ensuite, pour la partie nickel, manganèse, cobalt, au-delà de l'impact coût qui est important, il y a un vrai sujet, par contre, de sécurisation amont de la chaîne de valeur, tout simplement parce que nos amis asiatiques, ils n'ont pas les deux pieds dans le même sabot, ils se positionnent en Afrique, en Asie, dans d'autres territoires, en Amérique du Sud, pour sécuriser ces ressources. Alors moi, j'ai coutume de dire que ce qu'on vit dans les batteries, alors je suis dans les batteries depuis plus longtemps que moi, c'est le même type de révolution que ce qu'on a vécu au moment du pétrole. Je pense qu'on est conceptuellement dans la même transformation, où pour ceux qui referont un peu d'histoire à Sciences Po, d'histoire de l'énergie, vous verrez qu'à Paris, on a saturé Paris avec les chevaux et les crottins de cheval, et on s'est dit, qu'est-ce qu'on va faire? Là, au miracle, il y a des voitures qui sont arrivées. Il y avait deux solutions, électriques et moteurs thermiques. À l'époque, c'est les moteurs thermiques qui gagnent. Il faut refaire un peu d'histoire de l'énergie pour comprendre pourquoi. Et aujourd'hui, on est dans le même mouvement où dans 5 ans, 10 ans, 15 ans, avoir un véhicule thermique à moteur diesel qui fait du bruit, qui ne sent pas bon et qui réchauffe le climat, ça semblera quelque chose de complètement exubérant, et on ne comprend même plus comment c'est possible. Et cette transformation va très vite. Alors, il y a une vitesse, parce que en fait, là, vous êtes au cœur un peu du système, parce que dans une voiture électrique, alors si on reste sur la mobilité électrique, qui est 80% du marché à peu près, le principal de la valeur aujourd'hui, c'est les batteries. C'est quoi, 45% de la valeur à peu près d'un… Tout le powertrain, pas que la batterie. Ouais. Donc, ça a un impact quand même fondamental sur la vitesse à laquelle, votre capacité à diminuer le coût de production des batteries aura un impact quand même assez important sur la capacité du secteur automobile à proposer des véhicules électriques abordables pour tout le monde. Alors, je fais une réponse, puis tu compléteras. Oui et non. Oui et non, parce que je redis ce que j'ai dit. Aujourd'hui, si vous avez besoin d'un véhicule, le véhicule le moins cher disponible sur le marché, ce sera une Renault Zoé en location avec une batterie de 40 kWh. Vous ne trouverez pas moins cher. Pour moins de 200 € par mois, vous avez ce véhicule-là. N'importe quel véhicule essence vous coûte plus cher en essence, en entretien, en vidange, en pneus, en truc. Donc, le vrai sujet, ce n'est pas de raisonner, et j'entends la question, mais ce n'est pas de raisonner sur l'affichage de l'étiquette qui vous dit le prix du véhicule, c'est de raisonner sur le coût kilométrique réel. Et aujourd'hui, avec les coûts actuels des batteries, et vous voyez basculer massivement sur ce qu'on appelle les véhicules de flotte, toutes les véhicules de flotte d'entreprise, où là, ce n'est pas juste la couleur qui compte, c'est aussi le TCO, le Total Cost of Ownership. Il n'y a pas photo. Ils sont massivement en train de basculer parce que c'est quelque chose qui, finalement, est dès aujourd'hui compétitif. Donc, bien sûr que c'est utile de baisser les coûts, mais pour baisser les coûts, c'est aussi adapter la taille de la batterie aux besoins. Une batterie de 30 ou 40 kWh, ça permet de faire l'essentiel des besoins. On n'a pas tous besoin d'avoir 90 ou 100 kWh. Donc, il y a des leviers. Non, je suis tout à fait d'accord. Je pense qu'en fait, le marché, le mouvement est irréversible. Effectivement, moi, j'ai discuté avec un chauffeur de taxi en Tesla, je gagne 15 000 € par an à avoir ma Tesla plutôt que d'avoir un véhicule thermique. Alors, le problème est différent dans les campagnes où quelqu'un qui a un véhicule thermique se dit je n'ai pas forcément envie de changer parce que je peux avoir un diesel pour 1 000 ou 2 000 € et puis j'ai ma vieille voiture et un véhicule neuf coûte cher. Mais je pense que la tendance est irréversible. Et les progrès, les décroissances de coûts vont se faire parallèlement au volume. C'est-à-dire oui, il y a des avantages technologiques, mais il y a aussi des économies d'échelle. C'est-à-dire que plus il y a de véhicules, moins la batterie coûtera cher. Et en fait, c'est ce qu'on a vu c'est ce qu'on a observé depuis 10 ans. C'est-à-dire que le prix est en croissance. Très fortement. Avec une limite quand même, dont il faut avoir conscience, et on l'a vu cette année, c'est que les coûts des métaux sont à la hausse. Tous les coûts sont à la hausse cette année. Alors, on le voit sur l'énergie, ça fait l'une de l'actualité en France. On le voit aussi sur les matières premières, le bois, le papier, tout est sous tension. On est en train, nous, je pense que vous avez le même sujet chez ACC, d'avoir des shipping de containers depuis l'Asie en Europe. Ce n'est pas le bon moment, je peux vous dire. On peut attendre Noël quand tous les ports sont dévoilés. Donc, c'est plein partout. Mais ce que je veux dire typiquement sur les batteries, c'est qu'on n'est pas très loin. Il y a de l'optimisation à faire. Au bout d'un moment, on arrivera près d'une certaine limite qui s'appelle une limite physique. Il faut acheter des matériaux. Il faut de l'énergie dans l'usine pour les faire tourner. Un minimum de coût du travail. Donc, bien sûr que ça va continuer à baisser, mais pas pour l'éternité. Et encore une fois, ce n'est pas forcément nécessaire aujourd'hui de diviser les coûts par 2 ou par 3 pour servir une part massive du marché. Et en termes d'usage techno, et dernière question là-dessus, vous voyez comment on parle beaucoup aussi d'hydrogène aujourd'hui dans le domaine du transport, on parle moins, mais il y a aussi le gaz naturel pour les véhicules. Comment ça se positionne, comment ça s'articule? Ce n'est pas forcément incompatible l'un avec l'autre, mais comment ça s'articule? Les usages. Moi, je suis un peu… Attention, c'est enregistré. Oui, c'est ça. Non, mais alors, je suis un peu étriqué. Moi, je connais les batteries et les batteries. Donc, je ne vais pas parler de sujets que je ne connais pas bien. Je connais beaucoup moins bien l'hydrogène et beaucoup moins bien les autres modes qui peuvent se substituer aux batteries. Je pense qu'en fait, ce n'est pas l'un ou l'autre. De la même façon, ce n'est pas les éoliennes ou le nucléaire ou le charbon. En fait, c'est et. Donc, il faut être déjà dans une politique de et. De la même avec nos concurrents, ce n'est pas Vercor ou Saft ou ACC. Je
pense qu'on est dans la politique du et. Et en particulier, ben oui, il y aura des batteries, c'est une réalité aujourd'hui. Je ne suis pas certain que l'hydrogène soit encore une réalité. Je pense qu'il y a quand même un point qui est fondamental, qui est le réseau d'infrastructures derrière ces technologies. Et on le voit pour les batteries. Un des obstacles aujourd'hui à la mobilité électrique, ce sont les points de recharge, en dehors de la vitesse de chargement. Parce que ça coûte extrêmement cher de faire une infrastructure de recharge. Bon, alors après, si on rajoute la même chose pour l'hydrogène, en plus, ça, l'hydrogène, c'est non seulement plus cher, mais on ne peut pas le faire partout. Donc, il faut aussi bien définir son maillage. Donc, je pense que chaque technologie a son avantage et répond à son usage. C'est pour ça que je crois qu'il y aura les batteries et l'hydrogène et probablement d'autres. Ça ne répondra pas aux mêmes usages. Et je pense qu'en termes de calendrier, les batteries d'aujourd'hui sont la technologie d'aujourd'hui et seront la technologie de demain. Je pense que l'hydrogène est plutôt la technologie de demain que la technologie d'aujourd'hui. Oui, pour compléter et en appuyant sur les longues études que j'ai faites chez Carbone 4 sur la question, je dirais deux choses. La première, c'est qu'il ne faut pas se tromper. Ce dont on a besoin, c'est massivement de sortir le pétrole de la mobilité tout de suite. Il y a une petite musique qui monte autour du pouvoir d'achat dans le cadre de la campagne. On a Sciences Po ici, donc c'est un sujet qui concerne tout le monde. Si la Chine et les États-Unis commencent à continuer à faire monter la pression comme ils le font, on peut assez facilement revivre une période avec un litre de diesel à 1,50, 1,60, 1,80 ou 2 euros, ce qui va notablement changer le ton de la campagne électorale. L'avantage, c'est qu'avec les batteries, vous avez je reprends la Zoé parce que c'est le véhicule le plus accessible. Le problème, vous ne le voyez pas. Donc à 2 euros le litre, ça ne vous touche pas. Donc ça, il ne faut pas oublier cette question-là qui est vraiment très importante. Sur l'hydrogène, la vraie limite sur l'hydrogène, c'est surtout qu'en fait, pour rouler 1 km avec un véhicule à hydrogène, vous avez besoin 2 fois, 3 fois, 4 fois plus d'énergie au départ que de le faire avec un véhicule à batterie. La chaîne énergétique de la batterie, elle est beaucoup plus performante que la chaîne énergétique de l'hydrogène. Donc, dans des usages bien spécifiques où il faut une forte puissance énergétique ou une très grande autonomie, par exemple les camions qui vont aller vraiment très loin, et pas un camion qui fait la ramasse locale à 100 km ou 200 km. Là, l'hydrogène pourra avoir une petite place, mais à très court terme, mettons des batteries partout où on peut le faire sur les usages qu'on est capable d'électrifier, qui sont 80-90% de la mobilité de ce pays et de ce continent. Et ensuite, mettons l'hydrogène dont on a vraiment besoin sur les usages industriels pour décarboner l'acier. Je vais faire un petit mot sur un projet qui n'est pas domaine des batteries, mais qui est domaine de comment décarboner l'acier. Les Suédois sont en train de développer un projet qui s'appelle H2 Green Steel, qui va faire de l'hydrogène décarboné pour produire de l'acier décarboné. Et qui est le client? C'est Volkswagen. Parce que Volkswagen a compris qu'on leur demandait de baisser les émissions d'usage, gaz électrique. Maintenant, il faut baisser les émissions de construction, les batteries. Donc, batteries faites par Northvolt avec une électricité bas carbone et une chaîne de valeur bien claire. Mais aussi l'acier qui est la majorité du poids des véhicules. Et donc, comment on décarbone? Donc, c'est ça la tendance. Et là, on ne peut pas faire ça sans l'hydrogène. Donc là, il faut mettre de l'hydrogène massivement. Et sur la mobilité, déployons ce qu'on peut déployer vite, parce qu'on n'a pas le temps d'attendre, en fait. C'est aussi ça. Je propose qu'on passe au deuxième volet, un peu sur les enjeux. Merci beaucoup pour cet aperçu très riche, je pense, sur les tendances et les usages. On va essayer de se focaliser du coup maintenant plus sur les industriels, notamment les enjeux d'approvisionnement, aussi les enjeux environnementaux. Et du coup, vous en avez parlé dans votre première présentation. Il y a différents aspects, donc l'approvisionnement sur la chaîne de valeur. Est-ce que vous pouvez nous donner plus d'éléments pour nos téléspectateurs sur la chaîne de valeur dans son ensemble? Et du coup, ça permettra aussi d'avoir un aperçu en tant qu'acteur français, comment en fait on fait pour être compétitif. Voilà, je ne sais pas. Est-ce que tu as d'autres questions? Alors, un mot du coup sur Verkor, ça posera le cadre de la chaîne de valeur. Donc, les batteries, c'était très bien dit, des métaux sous forme de feuillard pour les électrodes, ensuite sous forme de poudre qu'on va mélanger pour l'anode et la cathode, ce n'est pas la même poudre. Aujourd'hui, l'essentiel de ces métaux-là ne sont pas produits en France, sont marginalement produits en Europe et il y a très peu de minerais en Europe. On peut par contre les transformer un peu en Europe, ça c'est possible, encore que ce ne soit pas aujourd'hui le cas. Et puis ensuite, ils sont assemblés dans ce que Verkor va faire. Et assemblés, pour ça, on a toute une série de process. D'abord d'impression sous forme d'encre, c'est-à-dire ces poudres mises en solution dans des solvants sur ces feuillards métalliques. Puis ensuite, on les découpe, on les densifie et puis on les assemble sous certaines formes, soit cylindriques, soit sous forme prismatique ou pouch. Et après, on va apprendre aux batteries à être une batterie. Donc, c'est ce qu'on appelle la phase de formation. Et ça, c'est un processus qui prend de la place. C'est pour ça que les usines ont besoin de place, parce qu'il faut être dans une approche assez linéaire.
Ce qu'on est en train, nous, de développer, c'est un premier centre d'innovation qui va permettre de travailler conjointement le produit et le process. Ça a été dit, mais c'est vraiment très important. Faire quelques batteries, ça le fait extrêmement bien, à petite cadence, pour des usages très spécifiques, c'est assez maîtrisé. Faire beaucoup de batteries très vite, et Christophe Mille, le directeur technique du Vercors, a fait démarrer la Gigafactory de Tesla. C'est des centaines de milliers, des millions de petites cellules chaque jour qui sortent des lignes. Autrement dit, quand ça part mal, vu la cadence, c'est-à-dire on a plusieurs dizaines par minute, ou plusieurs centaines par minute, on a un gros problème à la fin à gérer avec des containers pleins de batteries, donc on ne sait pas très bien quoi faire. Donc le process est très important, et il faut dire que les gens qui ont historiquement dans la culture cette expérience de cette industrie de process, c'est beaucoup les Asiatiques, on pense à la Corée, on pense au Japon. Il y a une culture de ça beaucoup plus qu'en Europe et qu'aux États-Unis. Donc c'est ça qu'on va faire. Donc la question qui est importante pour nous, c'est comment s'approvisionner en amont. Sur la partie de la transformation des matériaux, on discute avec un certain nombre de partenaires qui sont dans une logique de s'implanter en Europe, en France et potentiellement sur les sites sur lesquels on va s'implanter. Sur la chaîne encore plus amont, alors là, c'est aujourd'hui un sujet de débat important, alors, je pense, dans toute l'industrie, parce que comme je l'ai expliqué, les acteurs chinois sont très, très actifs et sécurisent beaucoup de choses, en particulier en Afrique. Donc, il y a besoin, avant même de se poser la question de la compétitivité, de sécuriser l'approvisionnement physique de certains de ces matériaux-là. Et ensuite, sur la compétitivité, elle va être très fortement liée à la fois à la qualité du sourcing amont en volume et en prix, mais les prix pour certains sont des indices mondiaux, donc la négociation est assez faible, et surtout sur la performance industrielle sous-jacente, c'est-à-dire la capacité de l'usine à sortir ce qu'on appelle des yields qui soient au niveau dont on a besoin. Il est publiquement connu, alors plus ou moins selon les usines, que les taux de déchets actuels d'un certain nombre d'usines de matrice sont élevés, voire très élevés, ce qui reflète bien la difficulté de ce métier-là. Donc nous, le positionnement qu'on a choisi chez Vercors en particulier est vraiment complémentaire des autres projets menés comme celui de la CC. C'est vraiment un focus sur le process manufacturing, son optimisation et sa digitalisation au maximum, plus que de travailler un produit différenciant, pour justement pouvoir avoir cette base industrielle installée et obtenir les cibles de coûts qui sont celles de l'industrie, sans s'illusionner sur le fait qu'on va continuer à les faire baisser, mais qu'il faut d'abord les produire au bon niveau de qualité. Voilà un peu ce que je peux dire. Tout à fait d'accord. En fait, il y a certains matériaux qui sont critiques aujourd'hui dans les batteries. Alors, on peut citer le nickel, on peut citer le lithium, on peut citer le cobalt. On en a pour moi encore un ou deux autres. Et c'est vrai que ces métaux-là, ils proviennent d'une mine. Après la mine, ils sont raffinés. Et après, ce sont des poudres qui sont mises avec des mélanges de poudres et qui forment des matériaux de cathode, par exemple. Donc, l'accès aux mines, en fait, le fait d'avoir accès aux mines est fondamental. Et là, c'est vrai que nous, Européens, aujourd'hui, on a une petite faiblesse. Alors, on a de la chance, on a Eramet en France, mais Eramet ne fait pas tout. Il y a beaucoup de projets européens qui sont lancés avec des... Eramet. Comment ? Eramet est une société française qui en fait détient des mines de nickel, par exemple, en Nouvelle-Calédonie, qui est spécialiste dans ce type de métaux et qui a des projets assez importants. Mais globalement, on n'a pas tellement accès à ces mines. Alors, le pire de tous, c'est le cobalt. Parce que le cobalt est à plus de, alors, je ne me rappelle plus le pourcentage, mais je crois que c'est 80% est en République démocratique du Congo. Donc, ça veut dire que si 80% en République démocratique du Congo, et là-bas, il y a non seulement des problèmes d'accès à la matière, mais également des problèmes de compliance, parce que la plupart des sociétés sont soumises à des règles de compliance, c'est-à-dire fait-on travailler, nous travaillons dans de bonnes conditions, et fait-on travailler nos fournisseurs stratégiques dans les bonnes conditions. Et on sait que là-bas, il y a plus de 20 ou 30% des mines qui sont exploitées de façon un peu sauvage, voire même avec du travail des enfants, etc. Donc ça, c'est évidemment contrôlé par des sociétés qui ont pignon sur rue, comme on peut l'avoir. Et à chaque assemblée générale, la première question qu'on a, c'est « Tiens, vous avez besoin de cobalt, où est-ce que vous fournissez? Est-ce que vous êtes sûr de la compliance de vos fournisseurs ?» Donc là, je crois que ce qu'on apporte en tant que société française ou européenne, c'est quand même ce bon niveau de compliance, qui est aussi un élément de différenciation pour en revenir sur la compétition. En revanche, mais c'est vrai qu'il y a un tas d'investissements qui sont prévus aujourd'hui, un tas de partenariats qui sont en train d'être bâtis pour se renforcer. C'est bien d'être dans la fabrication de batteries, que ce soit l'électrochimie ou le process, mais il faut également avoir accès à cette partie amont. Dans cette partie amont, il y a des acteurs européens comme Umicore, comme BASF. Northvolt essaye également de développer un certain nombre de capacités là-dessus, mais c'est quand même pas encore le vrai point fort des Européens. Et après, il y a la partie aval également. Donc, dans la partie chimie, on peut essayer de diminuer. Tout à l'heure, je parlais du NMC qui devenait de 1,1,1 à 8,1,1, où on diminue la partie de cobalt. De diminuer la partie de cobalt nous permet de diminuer notre dépendance
à des matériaux qui sont critiques. Et puis derrière, il y a toute la partie recyclage, c'est-à-dire qu'en fait, une batterie, en fin de vie, peut être réutilisée d'une façon ou d'une autre. Alors, elle peut être réutilisée sur d'autres applications, mais ce qui n'empêche pas sa partie recyclage. Parce que même si une batterie de voiture peut être réutilisée dans le stockage stationnaire, une fois qu'elle a fini sa vie dans la voiture et fini sa vie dans le stockage stationnaire, en fait, justement, les sociétés comme Umicore qui font des matériaux de cathode ont des ambitions de recycler les matières qui sont dans cette batterie pour récupérer les matériaux critiques comme le nickel, le manganèse ou le cobalt. Donc, on voit qu'il y a une économie circulaire qui est en train de se mettre en place. Alors, elle n'est pas évidente parce que c'est vrai qu'une batterie neuve coûte de moins en moins cher et il faut que le business model de cette économie circulaire soit rentable pour le recycleur. Donc, aujourd'hui, tant qu'il n'y a pas la masse critique, c'est un tout petit peu difficile d'être rentable, mais la masse critique va venir avec le nombre de véhicules. Une batterie de voiture, ça dure à peu près 7 ans. Donc, si on se dit que la courbe commence à monter en 2023-2024, plus 7, on voit que ce problème va devenir critique probablement dans les années, fin des années 2020-2030. Donc aujourd'hui, il y a beaucoup d'articles dans les médias là-dessus. C'est un sujet sur lequel il faut être sensibilisé. Je ne suis pas certain que ce soit la problématique actuelle aujourd'hui d'un point de vue industriel. Pour répondre à la question de compétitivité, la question de compétitivité, bon, elle passe en particulier par les hommes, parce que même s'il y a peu d'hommes, c'est peu labor intensive sur les chaînes, l'intelligence pour faire marcher de l'électrochimie, pour faire marcher un process, passe quand même par les hommes. L'intelligence digitale passe également par les hommes. C'est remarquable de voir que Tesla, par exemple, dans leurs embauches aujourd'hui, ils n'ont pas tellement d'ingénieurs mécaniciens ou d'ingénieurs design. Ils ont des recrutements qui sont plutôt comme ceux de Google, avec beaucoup d'ingénieurs software. Donc, on voit que les compétences pour faire ce genre de produits, et en particulier les produits ou les process de l'industrie de batterie, passent également par le digital, par le software et par des compétences qui sont capables de faire ça. Donc, on voit qu'à chaque étape de la chaîne, il y a quand même des éléments de différenciation et des éléments de compétitivité. Un élément fondamental étant bien sûr le coût de la bill of material, de la BOM, qui représente 60% du coût d'une batterie. Donc, ben oui, il faut qu'on soit compétitif sur l'achat des matières critiques. Mais le reste n'est pas négligeable. Je voudrais donner 3 éléments sur cette question de chaîne de valeur pour nos auditeurs ce soir qui sont importants parce que c'est des sujets qui reviennent tout le temps et je pense que vous les avez tout le temps aussi. Premièrement, un véhicule électrique partout en Europe, en particulier en France évidemment, c'est beaucoup moins impactant en termes de climat qu'un véhicule thermique équivalent. Un facteur, suivant les pays, plutôt 2 en Allemagne, plutôt 4 à 5, voire plus en France. Donc c'est la première information. Et le calcul de l'empreinte carbone d'une batterie est quelque chose d'important, sur lequel l'ensemble des acteurs sont bien positionnés, on sait bien comment ça se décompose, et sur lequel la traçabilité et la transparence, s'agissant encore une fois de l'empreinte carbone de ces batteries-là, est une exigence réglementaire qui est inscrite dans une directive de batterie et qui va permettre aussi, et en rebondissant sur ce qu'on a dit tout à l'heure, de venir protéger le territoire européen par rapport aux importations de batteries, comme on le fait sur les vélos. Je suis toujours étonné de voir que tous les vélos qu'on achète en Europe et en France sont construits en France, et ça étonne personne. Et en fait, la raison de ça est toute simple, c'est qu'il y a des droits de douane très importants sur les vélos construits ailleurs. Donc, il y a un outil très simple, compatible avec de l'OMC, qui s'appelle le droit de douane, qui permet de faire ce genre de choses. Il y a un sous-jacent évident avec le climat. Donc ça, c'est des choses intéressantes et qui sont discutées. La France va prendre la présidence de l'Union européenne pour les 6 prochains mois. C'est un sujet évidemment très, très important. Donc, CO2, juste pour compléter ton propos, pour aller dans le même sens, la réglementation financière aussi, parce que vous êtes une industrie quand même assez capital intensive. Et on voit aussi, je ne sais pas si vous testez déjà, l'impact de la réglementation financière qui devient extrêmement contraignante pour les investisseurs pour aller investir sur des projets qui ont un impact positif, ou en tout cas le plus faible possible sur le climat. Et donc, aller acheter ou investir sur un fabricant de batteries chinoise versus français, c'est pas c'est pas le même impact, c'est pas la même réglementation. Et donc, ça va réfléchir les capitaux vers des processus plus vertueux. Mais en fait, moi, j'ai eu des discussions avec la Commission européenne sur les droits de douane. C'est un sujet très important. Ils me disaient, ah mais non, mais on ne peut pas parce qu'il y a la loi de la concurrence et on ne peut pas. Je leur disais, ce n'est pas de la loi de la concurrence dont je parle, ce n'est pas du protectionnisme, c'est simplement la réciprocité. Aujourd'hui, quand les Asiatiques viennent en Europe, ils vont payer, je crois, 2% de droits de douane. Quand nous, on va en Chine, on va payer 10%. En dehors du petit critère technique qui va nous éliminer dès le deuxième tour, mais en dehors de ça, même en admettant que toutes les choses soient égales par ailleurs, pourquoi n'y a-t-il pas réciprocité ? Et alors, pour les auditeurs et les anciens Sciences Po et les actuels étudiants de Sciences Po, c'est important de comprendre que ce genre de choses, il nécessite aussi de la pédagogie, c'est-à-dire que
l'exemple que tu décris, pour l'essentiel des fonctionnaires européens, il n'est pas clair, ou ils ne savent même pas qu'il y a des droits de douane réciproques et qu'on pourrait homogénéiser les choses. Donc, il y a besoin aussi de rendre visibles les choses pour que les gens comprennent et ensuite prennent des décisions qui soient cohérentes, parce que ce n'est pas cohérent, d'un côté de soutenir le développement, à travers les projets comme Northvolt, Mercor, ACC, et en même temps de leur savonner la planche en ouvrant grand les vannes si ça devait être le cas. Et je n'ai pas fini mes trois idées, c'était quand même donc le CO2, c'est quand même très important. Ce sujet de transparence, traçabilité, qui est un sujet que tu as parfaitement bien évoqué, c'est-à-dire qu'acheter n'importe où ces matos sans pouvoir savoir d'où ils viennent devient quelque chose de impossible en fait à tenir comme position durablement. Le troisième sujet, la recyclabilité, parce que tu n'as pas tout à fait dit, une batterie aujourd'hui c'est parfaitement recyclable, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de frein à recycler la batterie. Une batterie de Zoé ou de Tesla ou de n'importe de i208 qui a vécu 7 ans, 10 ans ou 15 ans, parce qu'on espère que ça va durer plus que 7 ans, elle n'a pas perdu un gramme de nickel, elle n'a pas perdu un gramme de cobalt, elle n'a pas perdu un gramme de lithium, on la prend, on la casse. Et il y a des usines qui font déjà ça en France parfaitement bien et qui permettent de réutiliser ces matériaux. Le modèle économique n'est pas aujourd'hui présent ou pas suffisamment parce qu'en fait, on a des matériaux disponibles pas trop chers, même si ça monte, qui ne rentabilisent pas le traitement. Et deux, parce qu'il n'y a pas les volumes. Et là, c'est vraiment une industrie de volume. Quand on aura des volumes dans 5 ans, dans 10 ans, massivement, on pourra avoir l'efficacité qui permettra de recycler. Et là on peut faire le cycle X fois. Parce que les matériaux, contrairement au pétrole, je dis toujours... Réfléchissez, un mot là-dessus. Quand vous faites le plein de votre voiture, vous mettez 50 kg d'essence dedans. Vous ne vous en rendez pas compte parce que ça va très vite et qu'on ne le voit pas. Mais vous mettez 50 kg d'essence qui vont vous aider pendant une semaine. Et ensuite, c'est dissipé dans l'air sous forme de CO2 et de vapeur d'eau. La batterie, elle est là. Les matériaux qu'on aura extraits de la croûte terrestre, bien sûr, c'est impactant une fois. Et ensuite, c'est là pour une durée considérable. Et donc, l'impact est de ce point de vue-là très favorable. C'est recyclable, ça a une faible empreinte carbone. Et en plus, il y a une traçabilité. Parce qu'il y a beaucoup de messages qui peuvent vous faire douter, et bien vous ne devez pas douter. C'est une question que je voulais poser justement, le taux de recyclabilité qu'on pourrait atteindre, du coup, serait très élevé. Le seul truc qu'on ne peut pas recycler, c'est les cols et les plastiques. Mais les métaux... Non, mais tout à fait d'accord. Le taux de recyclage est très élevé. Recyclabilité. Il ne reste pas beaucoup de temps. Peut-être une dernière question plus sur le... Vous nous avez pas mal expliqué en fait, tout l'écosystème de la production de batteries pour véhicules électriques. Et pour vous, l'évolution, ça va être une spécialisation par des fabricants, des gens qui vont faire le recyclage, ou plutôt des gens qui sont plus dans l'approvisionnement, ou vous voyez plutôt une vision assez verticale de la structuration de l'industrie aujourd'hui? Je ne suis pas certain que... Alors, il y a ce qui se passe aujourd'hui et puis la vision que je peux avoir. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que c'est plutôt par silo. C'est-à-dire qu'il y a les mines, il y a les matériaux de cathode, enfin, le raffinage, les matériaux de cathode, les producteurs, les fabricants de batteries, enfin, de cellules et de modules, etc. En fait, on voit de plus en plus, si on regarde ce qui se passe en Chine ou en Asie où il y a les grands acteurs, de plus en plus, ces acteurs essayent de s'intégrer verticalement. C'est-à-dire qu'on voit des fabricants de batteries qui prennent des intérêts dans des mines ou qui prennent des intérêts dans du matériau de cathode. Donc, on voit qu'il y a une intégration amont qui se produit. Et on voit que ceux qui font des matériaux de cathode s'intègrent également avec le recyclage parce qu'en fait, c'est une économie circulaire vertueuse pour eux. Donc, aujourd'hui, c'est par silo. Il y a clairement une évolution vers l'intégration. Cette intégration, elle peut se faire soit au sein d'une même société, soit par partenariat. La valeur, en fait, une valeur le long d'une chaîne de valeur ajoutée, elle évolue aussi au fil du temps. C'est-à-dire qu'on peut avoir une valeur qui va être fortement dans les mines à un moment donné, puis au moment dans le raffinage. Donc, on n'est pas sûr que la valeur reste stable sur la chaîne de valeur si on se met sur une durée de 15 ans. Et les investissements, ce qu'il faut garder en tête, c'est que les investissements sont quand même extrêmement importants et longs. C'est-à-dire qu'en fait, si aujourd'hui je décide d'investir dans une mine, je ne produirai pas de nickel ou de lithium avant 5 ans, 7 ans. Donc, en fait, ça prend du temps. Donc, c'est des investissements de long terme. Donc, il faut être certain aussi des volumes. Donc, tous les investissements sont assez longs. Nous, le projet qu'on fait chez ACC, c'est plusieurs milliards. Donc, c'est significatif. Donc, c'est à la fois le temps, à la fois la projection, mais je pense que la tendance est plutôt à l'intégration, d'après ce que je vois aujourd'hui. Mais les métiers sont différents. C'est pas pareil d'aller dans une mine et de faire un process. Voilà. Et puis les types d'investisseurs sont différents, et puis les return expected sont différents, et puis ça pose tout un tas de questions. Mais on peut voir que après, ça dépend aussi de donneur d'ordre en fait, ou du client final.
Et là, il y a des stratégies différentes. On a tous en tête Tesla qui veut s'intégrer de plus en plus, qui fait ses puces, qui fait son code, qui fait ses écrans. Donc, la crise du semi-conducteur, même pas peur, alors qu'il y en a d'autres qui sont juste en train de ne plus savoir quoi faire. Donc, c'est plus large que simplement le simple secteur des batteries. Mais c'est quand même une tendance, en fait, dont on a besoin de manière souveraine, parce qu'on n'a pas beaucoup cité ce mot-là, mais c'est un enjeu souverain. On a besoin de manière souveraine au niveau au moins européen. Français, on n'apprend pas la taille critique, mais on en a besoin au niveau européen pour pouvoir peser d'ailleurs sur l'amont et sur la capacité à venir prendre des positions qui sécuriseront cette chaîne-là durablement. C'est clair. Et justement, une question avant de passer plus sur la partie européenne. Vous avez parlé d'approvisionnement du coup, en amont, on parle aussi de recyclage. Quand on regarde un peu la position dominante, voire monopole de la Chine, si on peut le dire comme ça, sur l'amont, certaines parties, est-ce qu'on a un peu peur qu'on pourra avoir peur que la Chine fasse pression sur les prix, par exemple. Donc, est-ce que justement, on pourrait avoir ce raisonnement sans piste en disant si on arrive à être fort au niveau recyclage, on pourrait un peu se prendre de la distance par rapport à ça. Alors, sur la compétitivité prix, il y a une réalité, c'est que la Chine a massivement financé cette industrie en Chine et il y a des bonnes raisons de le faire. Et qu'ils ont techniquement, mais comme dans plein de domaines, absolument les moyens de faire le dumping qu'il faut pour empêcher l'industrie européenne de se développer au bon rythme. C'est une réalité. Je pense que la différence entre il y a 10 ans et maintenant, c'est que les Européens ont compris ça. Et donc, ils ont compris ça. Alors, les Américains, ils ont compris plus vite que nous, puis là, ça ne rigole pas du tout. Mais les Européens commencent à le comprendre et s'organisent. Est-ce que ça ira assez vite? C'est dur à dire. Et je rejoins le propos liminaire de l'histoire. L'enjeu, c'est que la batterie n'est qu'un élément, mais l'enjeu, c'est la voiture, en fait. Et puis, c'est les scooters, et puis c'est les bus, et puis c'est les camions. Et je pense que les gens commencent à comprendre ça. Ils commencent à comprendre que derrière la batterie, s'il n'y a pas l'industrie de la batterie dynamique et européenne et souveraine, il n'y aura plus l'industrie automobile, en fait. Et l'enjeu est vraiment là. Et les Allemands ont bien compris. C'est pour ça qu'ils poussent très fort. Les Français commencent à comprendre. Il y a d'autres pays où c'est encore un peu in between. Mais implanter, ne pas faire cet effort-là et être prêt à en assumer les conséquences qui nécessiteront. Il y a des moments où cette industrie aura besoin d'être soutenue massivement. Elle est déjà, mais c'est prendre un risque que ce soit un industriel très durable, en fait, et qui, à mon avis, ne peut pas être pris au niveau européen. Et on est en retard en France et en Europe. Quand on regarde, ce qui est frappant, quand on regarde une carte d'Europe, des projets de Gigafactory, il y en a beaucoup en Allemagne, dans les pays nordiques, et il y en a quoi, 3 en France? Oui, alors il faut faire très attention à ces cartes parce qu'il y a plusieurs personnes qui en font. Il y a un monde entre les projets intentionnels, les projets réellement démarrés, les projets réellement financés, les projets qui vont réellement sortir, parce que c'est un métier très difficile, parce que c'est un métier où il faut les équipes capables de faire. Et donc, il y a plusieurs projets en Norvège où il n'y a pas vraiment d'équipes capables de faire. Il y a des projets en Allemagne même qui n'ont pas réussi à décoller. CATL qui est sur toutes les cartes. La réalité de ce que fait CATL en Allemagne, ce n'est pas ce qu'on souhaite faire nous. Ils font une petite partie de ça et ils appellent beaucoup de choses depuis la Chine. Donc, mon conseil, c'est attention à ces cartes qui donnent toujours avoir une vision un peu catastrophique de ce qui se passe en France. Je pense qu'en France, on est en train d'accélérer et c'est très bien. En Allemagne, il y a des projets qui sont visibles sur les cartes, mais qui n'en sont pas vraiment. Par contre, c'est clair qu'il y a globalement, comme souvent, l'Europe du Nord manufacturière qui a démarré plus vite et plus fort. Et c'est maintenant qu'il faut accélérer et pousser. Je crois que vous avez aussi des discussions avec l'Italie. Il y a des choses qui peuvent faire du sens et qu'il faut qu'on se dépêche de faire. Mais le limitant, ce n'est pas que les capitaux, c'est les gens aussi. Faire une usine comme ça, il faut les gens. Et donc, former les Français, former les Européens, on le fait, mais ça ne va pas très vite. Les gens qui ont 20 ans d'expérience en batterie, il n'y en a pas en France. Alors, on parle en batterie, mais en manufacturing. C'est une ressource rare. Non, moi, je pense que l'Europe, en fait, a pris conscience. En fait, il y a un commissaire européen qui s'appelle Maroš Šefčovič qui a poussé cette industrie de la batterie. Et moi, il me disait, mais on est naïf en Europe, qu'est-ce que je peux faire? Et justement, la réponse de réciprocité, plus la réponse de on est une industrie propre, plus la réponse on est une industrie compliant, plus la réponse on a les compétences, plus la réponse on a l'écosystème, est une réponse à notre compétitivité potentielle évidente. Donc là, il ne faut pas avoir de complexe, on est aussi bon, voire meilleur. Et d'ailleurs, aujourd'hui, il y a une consolidation en Chine, parce qu'en fait, il y a eu 70 sociétés comme les nôtres qui se sont montées, et aujourd'hui, elles ne sont pas toutes en train de survivre. Ils avaient mis des critères extrêmement forts de densité énergétique, ils ont eu plein de feux. On a commencé à dire, on va réduire les subventions, on va s'occuper des bons.
Et en fait, il y en a quand même pas beaucoup qui sont bons, mais ceux qui sont bons, comme CATL en particulier, sont très bons. Donc, il ne faut pas minimiser le danger, mais il y a eu quand même un écrémage et une consolidation, mais c'est leur façon de procéder. 70 sociétés, puis derrière, il y a 1, 2, 3 World Champions. C'est ceux-là qui, derrière, prennent des parts de marché. Donc, en Europe, on a tout ce qu'il faut pour le faire. La Commission européenne nous dit, mais moi, qu'est-ce qu'on peut faire pour ne pas être naïf? Et je pense, en fait, le gouvernement français nous a aussi fortement soutenus, comme le gouvernement allemand, d'ailleurs, parce qu'ils ont compris que c'était vital, c'est vital pour nous. Et d'ailleurs, il y a plein de projets d'investissement, pas seulement dans notre domaine, parce que je dis qu'ils nous ont soutenus. Alors, nous, on est sur une partie de la chaîne de valeur, mais ils soutiennent également les industries amont et les industries aval, parce qu'en fait, on sera bon et indépendant à terme si toute la chaîne est maîtrisée par l'Europe. Donc ça, c'est super important. Mais ça demande des capitaux. Et les capitaux, aujourd'hui, il y en a. Il y en a, oui. À partir du moment où le retour est bon, que l'équipe est sérieuse, il y a les capitaux qu'il faut, même si c'est en milliards de dollars. Donc, est-ce qu'il y a un goulot d'étranglement aujourd'hui? Ce serait quoi, les ressources humaines? Je pense qu'en fait, il y a tout. Enfin, je ne suis pas dans le. Enfin, si avec ACC, on est aussi dans le cas d'une start-up. Alors, on a un petit peu d'avance sur Vercor, mais quand on bâtit une start-up, il faut des compétences. Les compétences, il faut les attirer. Et les compétences dans ce domaine-là sont assez rares. Si on prend il y a 10 ans, personne ne parlait de batterie. Donc aujourd'hui, tout le monde parle de batterie. Non, mais du jour au lendemain, on n'a pas des experts en électrochimie, on n'a pas des experts en process. Donc où est-ce qu'on va les récupérer? On va les récupérer dans les pays qui ont déjà eu ces expériences. Alors les États-Unis, d'ailleurs, soit dit en passant, donnez-moi un nom de boîte américaine qui fait des batteries. Il y en a zéro. Donc ils ont aussi. Lithium, c'est sûr. Oui, je parle de lithium, zéro. Donc ça veut dire, quand on dit le marché mondial, c'est les Asiatiques, avec quelques Coréens, un Japonais, et puis maintenant des Chinois, et en Europe. Les États-Unis, zéro. Par contre, les États-Unis, là où ils sont futés, c'est qu'ils disent, attendez, moi, les importations chinoises, j'en veux pas trop. Donc, du coup, je vais pouvoir bâtir c'est le Buy American Act. Il faudrait qu'on ait le Buy European Act. Parce que d'ailleurs, moi, j'ai poussé auprès des commissaires européens. Ça, c'est super important. Sur la compétitivité, il y a quand même un point à ne pas perdre, parce qu'on raisonne souvent, comme on a l'habitude d'avoir fait de vagues cours d'économie qui veut dire ce qu'ils veulent dire, mais sur les compétitivités relatives, on a quand même un sujet qu'on n'a pas beaucoup abordé ce soir, mais c'est qu'avec les accélérations de la demande, le sujet numéro 1 dans l'instant, c'est que les constructeurs ne trouvent pas assez de batteries, indépendamment de la crise qu'ils peuvent lancer, pour alimenter tous les véhicules qu'ils doivent alimenter, tous les bus qu'ils doivent alimenter. Et donc, il y a un vrai sujet, d'offre-demande qui n'est simplement pas équilibré. Donc oui, bien sûr, il faut être compétitif, mais là, dans l'instant, nous, on a des sollicitations et je suis bien incapable de fournir des batteries maintenant. On est encore trop tôt dans le développement, mais il y a plein de gens, mais encore aussi, qui aimeraient bien en avoir maintenant. Et juste, il n'y en a pas sur le marché. Donc, le dernier point là-dessus, c'est que la Chine a un tel marché, et on l'a vu dans d'autres domaines, dans le plastique, on l'a vu dans le domaine de la plasturgie fine, on l'a vu dans le domaine des panneaux solaires. Alors, le panneau solaire, c'est un peu différent, mais en fait, que le marché intérieur capte tellement de demandes qu'en fait, si on veut aussi nous pouvoir alimenter notre propre nom, il y a besoin d'avoir ces usines en Europe. Et que shipper des batteries, c'est un non-sens, ça pèse lourd, c'est compliqué, c'est sensible thermiquement. Le solaire, c'est un peu moins fragile. Oui, sans compter qu'en fait, une exportation qui vient de Chine, admettons que les besoins soient plus en Chine qu'en Europe. Le fabricant chinois, il va dire, tiens, je vais diriger mes usines, je vais diriger mes produits vers la Chine. Et puis, tant pis, les Européens, je suis désolé, mais vous n'aurez pas l'allocation que vous voulez. Après, tiens, les prix ont augmenté, c'est dommage, donc on vous augmente les prix. Donc le fait d'être dépendant crée des dépendances en allocation, crée des dépendances en prix, crée des dépendances en performance, parce qu'on peut très bien aussi transférer une technologie qui est d'un niveau N-2 par rapport au niveau state of the art. Donc on voit qu'on n'a pas intérêt à être dépendant. Ce sont des domaines stratégiques dans lesquels on a des compétences et qui servent à peu près toutes les industries. Donc je pense qu'on a vraiment tout en Europe pour le faire. Mais maintenant, il y a la conviction et puis il y a mettre les projets en œuvre. Alors oui, il y a beaucoup de projets en Europe. Je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis sur le besoin momentané, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a moins d'offres que de demandes. Cela dit, les constructeurs automobiles, ils estiment une demande, mais la demande qu'ils estiment, ça va être fonction de nous autour de la table, est-ce qu'on achète les voitures ou pas. Donc si on achète les voitures, la demande estimée sera bonne et puis il y aura une offre qui sera inférieure à la demande. Petit à petit, on va faire monter l'offre. Mais si jamais la demande se casse la figure et que les X projets en Europe commencent à produire au bon niveau, là, on a un problème de suroffre. Donc, si on a un problème de suroffre, la question devient la rentabilité de nos projets. Parce que suroffre veut dire, évidemment, pression sur les prix. Mais là, vous avez quand même la réglementation européenne qui a fait faire un virage majeur aux constructeurs automobiles européens et qui, quand même, sont en train de shifter une grosse partie de leur gamme sur
sur l'électrique, et donc sur des besoins en batterie. Oui, mais j'ai confiance que la demande va croître dans le La futur. question, c'est quelle pente? Mais la question, c'est quelle pente, et puis la question de l'offre. C'est-à-dire, aujourd'hui, on entend des projets. Tesla, pour ne pas le nommer, a annoncé qu'il voulait construire, je crois, 3 TWh d'usine de batterie. Alors, juste pour vous donner, je suis désolé d'utiliser le terme térawattheure, mais ce qu'il faut savoir, c'est que le marché, tel qu'il est estimé par les études à peu près sérieuses, estime ce marché à 2000 gigawattheures ou 2600 gigawattheures à 2030. Donc, c'est-à-dire que Tesla tout seul est en train de dire qu'ils feront plus de batteries que le marché tel qu'il est estimé par les instituts d'études sérieux. Alors, si derrière, on rajoute tous les autres projets, des Coréens, des Japonais, des Français, etc., on arrive à une suroffre par rapport aux besoins. Alors, évidemment, ça, il faut une analyse un tout petit peu plus fine, mais ça veut dire qu'il y a un danger quand même, à horizon 2030, une fois que tous ces projets sont construits, d'avoir une suroffre, quel que soit, parce qu'en fait, on dit oui, il y a un besoin dans les voitures, mais l'usage de la voiture des plus jeunes ne sera pas forcément celui qu'on a. Moi, à mon âge, d'avoir une voiture à 20 ans, c'était un peu le symbole, ça y est, je suis arrivé, j'ai ma voiture. Aujourd'hui, la notion, c'est que j'ai une voiture as a service, je vais me servir de ma Zoé que je vais louer pendant 1 heure. Donc, je ne suis pas sûr que l'usage sera le même et je ne suis pas sûr que le nombre de voitures sera exactement le même. Donc, on peut imaginer aussi des différences d'usage à l'avenir. Donc, c'est pour ça que oui, à court terme, très certainement, moyen terme peut-être, mais il y a quand même encore un petit peu d'intervalle. Ce sera une très bonne nouvelle. Ça veut dire qu'on a réussi à plus avoir de véhicules thermiques, ce sera parfait. Je crois qu'on regarde les questions. On parle notamment d'Airbus, des batteries. Une question d'Eric Kursalski qui pose la question de quel est le degré actuel de coopération industrielle franco-allemande sur les batteries. Du coup, est-ce qu'on va avoir un Airbus des batteries ou pas, parce que ce n'est pas vraiment la forme d'un Airbus. On est plus sur une alliance au niveau européen, je crois, c'est ce qui a été développé. Et autre question, du coup, quid du projet de construction d'une filière européenne de batteries pour voitures électriques? Airbus, est-ce que Airbus est comparable à la dynamique actuelle? Alors, je peux répondre, moi j'ai fait 5 ans chez Airbus, alors je peux dire ce que c'est qu'Airbus. Eh ben non, ce n'est pas un Airbus au sens Airbus. Airbus se répartit la construction des avions entre plusieurs pays. Les Anglais font les ailes, les Allemands font les fuselages, les Espagnols font la pointe arrière. Donc, non, ce n'est pas un Airbus des batteries, mais c'est une manière très astucieuse d'expliquer l'idée sous-jacente d'une collaboration européenne qui est un petit peu différente de celle d'Airbus, dans le sens où c'est plutôt un effort collectif commun pour faire émerger toute cette chaîne de valeur. Et Šefčovič, effectivement, a repris ce nom d'Airbus des batteries qui était assez astucieux pour essayer de comprendre, même s'il ne s'agit pas de découper les petits bouts de batterie entre tous les pays européens, c'est-à-dire qu'il y a un effort commun, et je pense que de ce point de vue-là, l'idée était intelligente. Voilà. Moi, je suis 100% d'accord, je pense que c'est marketing, ça n'a rien à voir avec Airbus. Mais en fait, ce qu'il y a de bon, c'est qu'il y a l'Airbus des batteries, mais après, on a parlé aussi de l'Airbus des semi-conducteurs, après, on a parlé de l'Airbus de l'hydrogène, après, on parle de l'Airbus de la défense. Donc, ce qu'il y a de bien, c'est cette notion de coopération au niveau européen. On est trop faible au niveau d'un seul pays pour pouvoir avoir la puissance de feu d'un Chinois ou même d'un Américain. Donc, cette notion d'Airbus, alors, elle existe. Il ne faut pas dire que ça n'existe pas. Ça existe aujourd'hui. Moi, je prends le projet R&D qui a été financé en partie d'ailleurs par les gouvernements français et allemands. On a fait un projet pour développer les batteries de génération suivante qui sont à état solide, celles qui font passer les ions à travers une table, un matériau un peu dur, pour être tout à fait simpliste. Ce projet, on le fait avec Siemens, société allemande, on le fait avec Manz, société d'équipement allemande, on le fait avec Umicore, société de matériaux de cathode belge, on le fait avec Solvay, matériaux belge. Donc en fait, on voit que Chili belge, donc on voit qu'en fait, on a monté une alliance R&D qui a été d'ailleurs le point de départ de la construction d'ACC sur la base d'une alliance européenne. Après, sur la construction, j'en parlais tout à l'heure, on va avoir des usines en France, des usines en Allemagne. Peter Altmaier, qui est un des ministres allemands, est venu dans les instances européennes et dans les instances françaises et pour parler justement de ces Airbus des batteries et les soutiennent. Et Bruno Le Maire, d'ailleurs, va très souvent en Allemagne, va très souvent à la Commission européenne, pareil, pour pousser cette coopération. Donc, je pense que c'est une réalité. Est-ce suffisant? Non, c'est jamais suffisant. Donc, effectivement, la question est pertinente en ce sens où on n'est pas 100% intégré, où un Volkswagen va être un peu tout seul ou va être avec un Northvolt. Bon, mais par contre, tout ça, ça prend du temps. La maïotique n'est pas encore parfaite. Mais je pense qu'on arrive à collaborer entre pays européens sur un projet comme ça, et ça, c'est excitant.
Tout à fait. Je pense que Airbus, au bout d'un moment, c'est aussi une découpage très politique. Et là, ce n'est pas le cas. Il y a une initiative politique et un soutien fort, mais après, un vrai pilotage industriel, et c'est quand même très important aussi. On va chercher l'efficacité. Et pour ceux d'entre vous qui sont encore en études, c'est quand même un cas, je trouve, assez unique d'initiative européenne coordonnée et un déploiement des ressources considérables, mais sur un sujet stratégique. Et on peut espérer que ce soit effectivement répété dans d'autres secteurs et poursuivi dans celui-là qui en a encore besoin. D'ailleurs, c'est un peu une question, parce que il y a une nuance, il y a beaucoup d'acteurs au final au niveau européen qui tournent du coup autour de ce segment de la batterie. Est-ce que ce n'est pas un risque aussi face à des acteurs comme la Chine où ils sont plus intégrés? Oui, plus intégrés. Ils ont une frappe plus en bloc que nous. Au niveau européen, on peut avoir des intérêts variés entre les différents pays. Est-ce que ce n'est pas un risque aussi? Moi, je pense qu'en fait, la force des Chinois, c'est qu'ils ont leur marché intérieur et qu'ils sont très fortement subventionnés au départ. Derrière, ils peuvent envahir le monde. Par contre, je pense que la force des Européens, et Verkor en est un excellent exemple, comme Northvolt d'ailleurs, c'est qu'on a des entrepreneurs, on a des compétences. Il ne faut pas avoir peur, il faut y aller, il faut se lancer. C'est-à-dire que c'est parce qu'on se lance, c'est parce qu'on crée des sociétés qui seront de plus en plus fortes qu'on arrivera à contenir les Chinois. Parce qu'en fait, le rêve des Chinois, c'est qu'on dise, bon, on va laisser passer cette technologie, puis on va se concentrer sur la technologie de demain. Mais non, il faut commencer tout de suite. On a toutes les chances de réussir tout de suite. On a des entrepreneurs. Et d'ailleurs, il n'y a qu'à voir le nombre de licornes qu'il y a en France. Mais c'est pareil. Je veux dire, on a tout pour réussir. Et je dis en France, mais je vais parler de l'Europe, parce qu'en fait, c'est le problème européen. Donc, non, je pense qu'on a d'autres... Et maintenant, d'ailleurs, les Européens ont bien compris, parce que quand on parle d'Airbus, sous-entendu, ça veut dire, tiens, on va subventionner des projets européens. Donc, ils ont bien compris qu'il nous fallait de la subvention, non pas pour soutenir artificiellement un marché, mais pour nous permettre d'avoir le temps de faire le ramp-up, c'est-à-dire en fait l'accélération, pour arriver à un niveau de compétitivité qui est bon. Donc, les subventions servent à combler ce retard ou ce gap de compétitivité au départ. C'est ça. La Chine, encore, enfin, on continue à avoir de la naïveté sur la réalité de la bataille commerciale. Alors, on l'a vu là, entre Airbus et Boeing, ça a pris du temps, puis ça s'est soldé par un accord. Mais entre la Chine et l'Europe, on n'ose pas trop sortir le sujet vraiment. Mais le gouvernement chinois, et c'est son droit le plus strict, subventionne massivement un certain nombre d'industries, dont l'industrie de la batterie. Il finance des usines complètes, et puis après, d'ailleurs, les constructeurs les louent. Et du coup, on n'est pas du tout dans une logique appareillable, puis tu évoquais la notion de compétitivité. Est-ce qu'on est compétitif si les règles intérieures sont aussi différentes? Est-ce qu'on est compétitif si le droit du travail et puis le respect des endroits où on va chercher des matériaux ne sont pas respectés? Et si l'empreinte carbone, à la fin, elle est très différente. Il faut voir de quoi on parle. C'est pour ça qu'il faut faire attention à ce qu'on met derrière ces mots-là. Par contre, ce qui est important, c'est que le produit pour l'utilisateur final, lui, il soit un coût qui lui permette effectivement d'y avoir accès. Ça, c'est très important. Ok. J'ai encore une question. Il y a des questions qui arrivent. On parlait du coup des batteries solides. Du coup, est-ce qu'elles pourraient être produites dans le même écosystème industriel? Et est-ce qu'il faudrait changer beaucoup de choses pour passer cette technologie, par exemple? Alors, une batterie solide, pour faire simple, je reprends mes deux petites électrodes. Ouais. je les mets autour de la table. Donc, on a une électrolyte solide. Et en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on fait une batterie qui est tout solide. Il n'y a plus de liquide à l'intérieur. Donc, il y a des matériaux qui sont enlevés. Donc, déjà, ça revient moins cher. Il y a de la safety qui est meilleure, puisque c'est intrinsèquement pas inflammable, alors que les solvants qui sont dans l'électrolyte peuvent être inflammables. Et ça a des performances qui sont plus efficaces. Donc, cette batterie tout solide, c'est un peu le Graal des ingénieurs électrochimistes. On n'y est pas encore, mais je pense que c'est une question d'années. Donc, c'est vraiment la prochaine étape de toutes les batteries. Est-ce que le process sera différent? Donc, en termes de matériaux, on aura toujours des poudres telles que celles que tu as décrites. On aura des poudres avec des matériaux qui peuvent être du nickel, qui peuvent être du manganèse, qui peuvent être un peu de cobalt, qui peuvent être du phosphate. Enfin, il y a différentes poudres qui sont dessus. Donc ça, l'électrochimie n'est pas très différente. Sur le process bien évidemment est différent parce qu'en fait, ça ne passe pas dans les mêmes bains, dans les mêmes compressions que le process qu'on a actuellement pour le lithium-ion. Et alors, si je donnais un chiffre comme ça, je sais que c'est enregistré, donc ce chiffre est faux, je vous préviens tout de suite, mais en gros, ça devrait être à peu près 50% d'un process devrait être réutilisable dans le cadre d'une batterie à l'état solide. Donc, ce qui est fait aujourd'hui est réutilisable, même en cas d'évolution de la technologie. Là-dessus, il y a
c'est encore de la R&D quand même très avant. Il y a plein de solutions théoriquement possibles, mais il y a encore loin de la coupe aux lèvres. Et puis par ailleurs, ce n'est pas parce qu'une nouvelle technologie arrive, si elle devait arriver en 2028 ou 2030 à l'étage industriel, qu'il n'y aura pas encore tout le grand volume nécessaire sur les technologies d'aujourd'hui qui passent leur temps à changer et à s'améliorer plutôt de manière incrémentale. C'est important de l'avoir en tête. Tu as évoqué la chimie. Dans le processus de production, ce processus d'induction d'encre sur ces feuillards métalliques, il y a des innovations qui sont vraiment en cours d'études importantes et qui amènent toutes prises isolément, des petites améliorations, mais qui, au milieu du bout, font plusieurs dizaines de pourcents et qui permettent de baisser aussi les coûts. Alors, on a actuellement dans la phase de production des batteries un solvant qui n'est pas très sympa, qui s'appelle la NMP, mais qui est nécessaire aujourd'hui et dont on travaille à comment on pourrait potentiellement l'enlever. Et il y a des solutions pour ça, mais ça a d'autres impacts. Donc ça, c'est un exemple d'évolution plus incrémentale qui va aussi faire une partie du chemin avant peut-être un jour une technologie différente. Encore une fois, les lithium-ion optimisés aujourd'hui dans les véhicules électriques permettent déjà massivement de basculer vers l'électromobilité sans attendre des révolutions. Non, mais là où tu as tout à fait raison, c'est que la durée de vie d'une voiture, enfin d'une plateforme pour voiture, ça va être entre 5 et 8 ans. Donc en fait, si je décide par exemple en 2024, en 2030 de lancer une voiture, je prendrai mes décisions sur la chimie de la batterie en 2026. Et ma voiture en 2030 va durer jusqu'en 2035-2040. Donc effectivement, il n'y aura pas une transition parce qu'il y a un changement technologique qui apparaît. Il n'y aura pas une transition instantanée de la chimie d'une voiture pour une autre voiture. Certaines nouvelles voitures qui, au moment où elles devraient être lancées, enfin 2 ou 3 ans avant qu'elles soient lancées, pourraient se dire tiens, je vais utiliser cette nouvelle techno. Mais en fait, il y a quand même un temps de latence qui est très, très, très important pour toute voiture électrique. Enfin, pour toute voiture, mais c'est là pour une voiture thermique aussi. Je rebondis, on parle d'électromobilité, on parle de durée de vie. On me pose la question de l'impact justement de la durée de vie d'une batterie électrique. Ça peut varier pas mal du coup en fonction de charge, du cycle. Du cycle de charge. Et quelle est du coup, c'est la réponse, l'impact sur la valeur résiduelle du véhicule? Alors moi là, je ne parle pas en tant que patron de Vercors, je parle en tant qu'usager de voiture qui a acheté des voitures électriques, qui en a conduit. Il y a quand même un truc intéressant, c'est que les voitures qui se déprécient le moins vite sur le marché actuellement, c'est des voitures électriques. Et il y a quelque chose d'autre d'intéressant, c'est que les tests qui sont faits, les statistiques obtenues sur la durée de vie des batteries montrent en fait une petite décroissance de performance au début, 5, 6, 7%, et en fait après ça ne bouge plus. Et après, il y a un moment où ça s'effondre, mais jusqu'alors, les flottes de véhicules électriques n'ont pas vraiment atteint ce seuil-là. Et en fait, les performances sont élevées. Juste un chiffre, hein. Une batterie lithium-ion, c'est fait pour faire 2000 cycles dans un véhicule. 2000 cycles, je fais très simple, si ça fait 500 km x 2000, faites le calcul, ça fait 1 million de kilomètres. Donc, ça veut dire que techniquement, une batterie dans un véhicule électrique, elle est en capacité de faire 1 million de kilomètres. Peut-être ce sera un peu moins, peut-être un peu plus, mais l'état des sièges des voitures qui ont fait 1 million de kilomètres, pour l'instant, ne permet pas qu'elle atteigne 1 million de kilomètres parce que les sièges sont tout percés de partout. Donc, en fait, la batterie devient quelque chose qui potentiellement peut durer en fait plusieurs voitures. Donc, c'est ça dont on parle. Donc, effectivement, tout le monde peut dire recyclage, fin de vie. Quand vous aurez fait 1 million de kilomètres, on verra. C'était d'ailleurs la pub de Tesla d'Elon Musk qui avait dit je vais faire des batteries qui font 1 million miles. Et en fait, ce qui est 1 600 000 km. 1 600 000 km. Mais en fait, c'est simplement une multiplication comme tu viens de le faire. Donc, ça n'était pas révolutionnaire, mais d'un point de vue marketing, c'était excellent. Et les gens ne savent pas. Non, absolument. Il y a une dimension, on n'a pas le temps d'en parler, mais qui est intéressante aussi, c'est toute la dimension aussi virtual power plant, c'est-à-dire avec, à partir du moment où on aura du véhicule to grid qui fonctionnera bien, la capacité, par l'expert des réseaux, de rééquilibrer les réseaux, de répondre à des appels d'offres, etc. Bon, c'est peut-être un autre sujet d'une conférence, mais c'est une autre valeur ajoutée potentielle de la batterie. C'est pas sûr qu'on saura le monétiser très facilement. Par contre, c'est une réalité, c'est qu'avec la pénétration des véhicules électriques qui sont, quand ils ne roulent pas connectés domestiquement ou même avec des toutes petites puissances, on résout massivement le problème de l'intégration des renouvelables dans les réseaux. Ça, c'est une réalité. Et ça change beaucoup de choses en fait sur la capacité à faire monter les taux de pénétration des renouvelables beaucoup plus haut que ce qu'on a. Dans toutes les îles et dom-tom, on pourrait massivement basculer. Dès aujourd'hui, on n'a pas besoin d'attendre. C'est aussi une question de volontarisme et de déploiement. Et on a les solutions pour. Il n'y a aucun problème de solution technologique pour basculer massivement. Oui, je rajouterais, aller sur le parking d'un aéroport où on fonctionnait à plein, mais toutes ces voitures qui sont utilisées, c'est quand même dommage de ne pas utiliser toute cette énergie parce que ça, c'est du gâchis. Soit on investit dans des infrastructures qui coûtent très cher, soit on utilise ce qui existe. Et c'est vrai que là, on n'a pas encore.
je pense qu'il y a des progrès qui vont se faire. C'est ce qu'on appelle le véhicule to grid. Le véhicule to grid, c'est je mets la batterie, j'utilise l'énergie de la batterie pour me connecter au réseau et donc donner un peu plus de puissance au réseau pour faire ça, voire équilibrer le réseau parce qu'il y a des énergies intermittentes. Mais donc, oui, il y a des tas de solutions. Je pense qu'on est au début d'une ère de l'électrification. Ça a commencé un peu par l'hybridisation, mais dans les 10 ou 20 ans qui viennent, honnêtement, les progrès vont être partout. Et d'ailleurs, aujourd'hui, on le voit dans le vélo électrique, qui ne paraît pas nouveau aujourd'hui, mais enfin, il n'y avait pas beaucoup de vélos électriques. Moi, j'étais à l'exposition de Shanghai en 2010, je n'entendais pas de bruit. Je me suis dit, tiens, c'est bizarre, c'est l'expo universelle. Et en fait, il y avait des bus qui nous arrivaient par derrière. Bon, alors, il faut se barrer en courant parce que ce n'était pas tout à fait réglementé. Mais en fait, on n'entendait rien parce que c'était déjà électrifié. C'est-à-dire qu'ils avaient 10 ans d'avance sur nous sur l'électrification. Ben, nous, il y a 10 ans, il n'y avait pas beaucoup de vélos électriques à Paris, quelle que soit la politique qui est mise en œuvre à Paris. Aujourd'hui, il y a des vélos électriques partout. On nous sollicite pour des appels d'offres pour l'hybridisation des remorqueurs dans les ports. Tu parlais des camions dans les aéroports qui tirent les avions. Ces camions, de plus en plus, sont électrifiés. Nous, on a des camions poubelles. Moi, j'ai des camions poubelles près de chez moi qui passent tous les matins à 6 h du matin. Mais je rêve, je suis prêt à leur donner des batteries simples pour la CC pour qu'ils s'électrifient, parce que c'est un tout petit peu pénible. Donc, on voit que dans tous les domaines, ça va arriver, poussé parce qu'en fait, il y a cette empreinte CO2 qui est bien meilleure avec des batteries qu'avec du thermique, poussé par la pollution sonore, parce qu'aujourd'hui, il y a une pollution sonore qui est absolument infernale. Donc, même sur les livreurs de Deliveroo, il y avait une étude qui avait été faite où on disait qu'ils sont tous électriques. On a vu qu'il y en avait 85% qui étaient thermiques. Donc, ce n'est pas une critique contre eux, c'est plus de se dire qu'en fait, tout ça, c'est en train d'évoluer à une vitesse incroyable. Donc, dans les 10 ou 20 ans qui viennent, moi, je pense qu'on vit une vraie révolution électrique. Et vous allez voir à Paris, on râle, mais le jour où on va enlever les scooters thermiques qui font un bruit pas possible, les Parisiens vont trouver que leur vie est beaucoup plus calme. Ça va résister encore un peu, mais on peut prendre les paris que dans 10 ans ou dans 5 ans, quand on va se revoir et que ça aura basculé, on va se dire, mais comment on a pu faire pendant aussi longtemps? On sera tous à Grenoble. Alors, on ne va pas discuter de Grenoble ce soir, si vous voulez bien. Je vois que nos téléspectateurs sont bien attentifs, et du coup, là, on pose une question chiffre. Que représente la consommation d'électricité par les véhicules électriques, la batterie, qu'on prévoit dans 10 ans? Qu'est-ce que ça représenterait par rapport à la consommation globale, qui va augmenter aussi? Alors, je n'ai pas tout à fait la réponse à la question, mais j'ai une réponse parce que j'ai fait le calcul il y a quelques années. Passer toute la mobilité française à l'électrique, ça consommerait 100 TWh. Et la consommation toute confondue en France d'électricité, c'est 500 TWh, donc c'est 20%. Donc les 20%, comment on les trouve? 1, on fait plus de renouvelables. 2, on fait l'efficacité énergétique sur tout un tas d'endroits où on gère absolument pas bien. Et ce qui fait qu'au global, vous voyez qu'en fait, c'est pas un sujet. Il y a largement et très facilement la possibilité de faire basculer toute la mobilité à l'électrique. Surtout qu'on revient à ce qu'on disait, c'est-à-dire que les 500 TWh de consommation, ils sont en partie permis par les 20% servis par les véhicules électriques qui feront plein d'effets. Mais du coup aussi, autre question, parce que si on augmente du coup les productions, plus de besoins, est-ce que du coup le prix de l'électricité, ça ne va pas devenir un enjeu fort? Enfin, on voit là en ce moment, on parlait tout à l'heure du prix du diesel. On parlait de la baisse des prix des batteries, mais de l'autre côté, le prix de l'électricité qui risque d'augmenter. Comment vous voyez ça? Ça, c'est un équilibre du marché électricité qui ne dépend pas tout à fait que des batteries, mais qui est lié à la sortie du charbon, oui ou non, la vitesse de pénétration des renouvelables, et actuellement, avec le gaz qui fait le bridge, le gaz, il est monté parce qu'il y a une forte demande industrielle avec le retour post-Covid, et en particulier côté chinois. Donc, plus on va basculer vite vers des renouvelables, ou on ne va pas rentrer dans le débat du nouveau nucléaire à un prix compétitif, ce qui reste un sujet, et plus on maîtrisera ça. Si on est soumis aux aléas des prix du fossile, on va subir, c'est clair. Je pense que c'est difficile de prévoir. Je me souviens de Goldman Sachs qui a fait une étude très savante sur les taux de change entre l'euro et le dollar. Ce sera un 50, c'est arrivé à 0,80. Donc, je pense que tous les experts se plantent, donc je peux parler en toute confiance de tout ce que je dis sera faux. Mais je pense que tout ce qu'on dit est faux. Mais de toute manière, le prix de l'énergie est un critère absolument fondamental chez tous les consommateurs de tous les pays. Donc, on est tous sensibles au prix de l'énergie, que ce soit du fossile, que ce soit de l'électrique. Donc, est-ce que le prix de l'électricité va être quelque chose de super important à l'avenir? Oui. Combien coûte de faire un plein d'électricité dans une voiture électrique? C'est une question qui est encore en l'air. Donc oui, le coût de l'électricité sera important, mais comme tu l'as très justement dit, en fait, l'électricité elle est fournie aussi
par des moyens qui fournissent l'électricité, donc à nous d'être compétitifs dans ces moyens, qui soient le plus renouvelables possible, qui soient le plus compétitifs possible, et du coup, on aura une électricité qui sera compétitive. Tous les pays doivent se battre là-dessus. Par contre, il y a un sujet de politique publique très important, et pour ceux d'entre les auditeurs que ça intéresse, ça vaut le coup de le creuser très vite. C'est qu'une part significative du budget de l'État est liée à la TICPE, c'est-à-dire en particulier la taxe sur les produits pétroliers. Donc, si en 2030, il n'y en a plus, il faut la remplacer par quelque chose, ou alors il faut faire la dette, ou alors il faut trouver ou enlever les fonctionnaires. Il y a un petit équilibre macro à faire qui, pour l'instant, est une forme d'impensé du débat autour de la transition à la mobilité. Alors, il y a des pays qui ont sérieusement pensé au truc. L'Australie, elle a commencé à être active. Et le sujet est encore un tout petit peu sous les radars en France, mais il va finir par arriver. Et donc, se posera la question, pas forcément d'ailleurs sur la mobilité, mais en tout cas par quoi progressivement on remplace ces taxes qui va finir par être en extension. Alors, cela dit, si je peux me permettre, quand on regarde la consommation de pétrole, alors on commence à dire oui, ça va décroître. Non, en fait, ça ne va pas décroître tout de suite. Il y a toujours un besoin, je ne sais plus, je lisais un article ce matin ou hier, en fait, ça commence par nous tous, quoi. Si on n'a plus de voiture thermique, effectivement, ça va commencer par se stabiliser puis décroître. Enfin, ce qui est en jeu, c'est déjà une stabilité et puis une décroissance à venir. Je ne crois pas qu'en 2030, il n'y aura plus de pétrole, mais par contre, ça va arriver progressivement et cet aspect, effectivement, financement par cette taxe est super important. Ce n'est pas un problème immédiat, mais de toute manière, c'est un problème auquel il faut penser tout de suite parce que… Et l'État s'en inquiète déjà, parce qu'il est en train de regarder comment identifier qui charge combien. Et donc, voilà, on commence à collecter ce genre d'informations. Cela dit, je pense qu'ils peuvent tourner en boucle pendant un certain temps là-dessus. Pardon ? Je pense qu'ils peuvent tourner en boucle pendant un certain temps là-dessus et faire beaucoup d'analyses. Est-ce que tu avais d'autres questions? Non, je crois que le temps tourne. S'il n'y a pas d'autres questions, je crois qu'il est temps de vous remercier pour Merci. être venu, de toutes ces informations que vous avez, qui étaient très riches, je pense, très intéressantes. Et je laisse le mot de la conclusion à notre estimé président. S'il faut le voir, il faut Bonsoir, merci à Ghislain, merci à Benoît pour avoir un peu éclairé notre réflexion sur le sujet, sur l'aspect souveraineté, sur l'aspect également géopolitique. Merci à Philippe et merci à Jonathan d'avoir avoir l'idée et puis avoir organisé cette conférence. Merci aux alumni et à Alessandra en particulier de nous avoir permis de la réaliser. On va continuer sur cette lancée. On va vous proposer pour ce trimestre une série de conférences qui, je l'espère, sera à la hauteur de celle-ci. Ça sera difficile à égaler. J'ai le plaisir de vous annoncer qu'en collaboration avec nos amis de PSIA, nous avons la toujours attendue présentation du World Energy Outlook 2021 qui aura lieu à Sciences Po, mais nous serons présents et nous contribuerons à challenger Tim Gould, qui est le Chief Economist du World Energy Outlook, pour nous présenter les perspectives, surtout dans cette année post-Covid. Le World Energy Outlook de l'année dernière, en 2020, était très pessimiste. Et j'espère que Tim Gould aura des perspectives plus roses, plus positives à nous présenter. Plus verte, je l'espère aussi d'ailleurs. On aura également une conférence sur le dernier rapport de l'Observatoire méditerranéen de l'énergie. On a l'intention de monter une conférence, même si elle n'est pas encore totalement solidifiée, si j'ose dire, sur le pacte européen vert européen, à l'occasion de la présidence française de la Commission. On a également pour projet de monter une conférence soit fin de cette année, soit début 2022 sur le plan américain de relance qui touche éminemment nos sujets sur l'énergie, sur les renouvelables, sur la mobilité. Il faudra peut-être attendre que les Américains votent ce plan pour qu'on sache exactement ce qu'il y a dedans. Ça, c'est pour les conférences. Et on a également l'intention de vous proposer un format un peu différent en pensant à la fois aux professionnels que nous sommes, mais également aux étudiants qui sont passionnés par nos sujets, et de vous proposer un speed networking fin novembre qui permettra aux uns et aux autres d'échanger sur nos professions, nos connaissances et nos opportunités. Donc ça, c'est fin novembre. Enfin, 2022 sera, comme nous savons tous, une année sur la présidentielle et comme pour les
années à présidentielles ou à grandes élections, nous avons pour projet de monter une conférence qui permettra de mieux comprendre les positions, les points de vue et également les programmes des différents candidats sur les sujets qui nous intéressent. Donc, n'hésitez pas à nous contacter, nous faire part de vos suggestions complémentaires, de vos réactions, et je vous dis bonne soirée et à bientôt. Merci. Merci à vous. Un très grand merci. Merci. Merci.